avec notre invité Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo-Brazzaville, au Sénégal et en Gambie, chercheur et auteur du grand livre de l'Afrique aux éditions Erol. Nicolas Normand, bonjour, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous sur France 24. Tout d'abord, cette réaction, j'en parlais tout à l'heure, Josep Borrell estime que ce coup d'État fait suite à une élection samedi entachée d'irrégularités. Est-ce que c'était prévisible, ce qui est arrivé hier? Alors, elle est plus qu'entachée d'irrégularité. C'était carrément frauduleux. Et c'était une élection à huis clos, n'est-ce pas? Il n'y avait aucun observateur étranger. Même les journalistes étrangers n'obtenaient pas de visa pour observer. Et en plus, les conditions étaient celles du huis clos en pratique, donc avec une manipulation des résultats. Et les résultats annoncés ne sont pas du tout crédibles. C'est la troisième fois qu'il y a une élection présidentielle où le président Ali Bongo manipule les résultats. La dernière fois, ça s'était traduit par des émeutes. Et la dernière fois, c'était en 2016, il y a 7 ans. La marge de vote favorable au président sortant était très faible, 5 000 voix sur 600 000. Cette fois-ci, il a mis le paquet et il a en plus, la dernière fois, il y avait des observateurs, il y avait quand même un peu plus de garanties. Cette fois-ci, il a poussé le bouchon très loin, n'est-ce pas? Vraiment. Alors, donc c'était, je crois que le coup d'État s'explique en partie par l'élection truquée, mais aussi par la volonté de rejeter cette dynastie Bongo qui est au pouvoir depuis 56 ans, père et fils, et le petit-fils se préparait à prendre la suite très probablement. Voilà, donc c'est ça le contexte très particulier. Cela étant, évidemment, le candidat qui a gagné en réalité les élections, qui s'appelle Albert Ondo Ossa, il est pour le moment victime aussi de cette situation. Justement, il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur l'avenir de cette opposition, alors que les militaires sont aujourd'hui au pouvoir. Voilà, les militaires ont pris le pouvoir en disant que c'était, comme d'habitude, un régime de transition. Seulement, s'ils étaient tout à fait sincères, la transition serait très courte. Il suffirait de recompter les bulletins de vote et de savoir qui a vraiment gagné l'élection. Ce n'est pas du tout ce qu'ils ont annoncé de vouloir faire. Ils veulent au contraire dissoudre toutes les institutions, annuler complètement cette élection, alors qu'elle a quand même eu lieu, et donc s'installer probablement durablement. D'autre part, on apprend aussi que ce général Nguema est en fait un membre de la famille. C'est un proche du président sortant. C'était le chef de sa garde présidentielle, mais c'est aussi son cousin. Et ça ressemble un peu à une révolution de palais qui anticipait un peu, qui prenait de vitesse la réaction de la rue. La rue aurait sans doute fait des émeutes pour protester contre une élection volée. Et la donc, rue qui a bien accueilli hier. Oui, ça a été bien accueilli parce que ce qui est bien accueilli, c'est le changement, c'est le fait que le président Bongo dégage. Mais les gens qui ont crié victoire vont déchanter assez vite parce que, en fait, ces mêmes personnes voulaient dégager tout le clan au pouvoir. Et c'est une autre partie ou un autre clan de la même famille, en gros, qui demeure au pouvoir. Et donc, c'est pas la démocratie, c'est un recul. On peut supposer que ces militaires qui ont pris le pouvoir, c'est quand même pour avoir accès aux ressources, aux richesses du Gabon qui sont très importantes. D'ailleurs, le général Nguema est déjà accusé d'avoir des biens mal acquis aux États-Unis. Donc, malheureusement, on n'est pas dans des circonstances d'un coup d'État simplement justifié par un blocage politique. Une fois de plus, il semble que des intérêts personnels, des ambitions personnelles aient joué un rôle. Et justement, vous l'évoquez, cette famille Bongo, elle est au pouvoir au Gabon depuis plus de 55 ans. Et elle a notamment fait parler d'elle dans l'affaire des biens mal acquis. On va revenir sur cette affaire tout de suite en images avec Axel Simon et puis on en reparle juste après. Pour certains, c'est une dynastie. Pour d'autres, un clan. Une filiation qui a permis à la famille Bongo d'acquérir et d'hériter depuis des décennies de nombreux biens d'exception. Les enquêtes ouvertes en France dès la fin des années 2000 révéleront plusieurs scandales financiers, parmi lesquels l'affaire des biens mal acquis. À partir de 2008, les juges français estiment que ces biens ont été financés par de l'argent public détourné au Gabon depuis des décennies. Depuis que le fondateur de la dynastie, Omar Bongo père, a été élu président du Gabon en 1967. Parmi la longue liste dressée par les juges d'instruction, des voitures et des montres de luxe, et près d'une vingtaine de propriétés immobilières d'exception, hôtels particuliers et somptueux appartements acquis à Paris et villas sur la Côte d'Azur notamment. Impossible d'estimer la valeur totale de ces biens, certaines propriétés ont été acquises dans les années 70, depuis la hausse du foncier parisien a fait exploser les prix. Si le nouvel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema, n'est pas cité dans l'affaire dite des biens mal acquis, il n'est pas au-dessus de tout soupçon d'enrichissement personnel.
Selon l'organisation américaine anticorruption OCCRP, il aurait acheté en espèces entre 2015 et 2018 3 propriétés aux États-Unis pour un montant supérieur à $1 million. Voilà pour cette dynastie Bongo. Elle est le symbole de la France-Afrique. Alors, Omar Bongo, c'est-à-dire le père, celui qui a pris le pouvoir ou qui a été élu en 1967, à une époque où ce n'était pas la démocratie. La démocratie, le multipartisme est intervenu seulement à partir de 1990. Mais pendant toute la durée du règne, c'est-à-dire un peu plus de 40 ans, de Omar Bongo, le père, c'était le cœur de la France-Afrique, caractérisé en particulier par des fonds occultes qui étaient versés par le Gabon à des hommes politiques français. Robert Bourgi était souvent un intermédiaire qui s'en est vanté, donc on peut en parler. Voilà. Alors, ça a changé complètement depuis l'élection présidentielle de 2016, la dernière, parce qu'il y avait déjà eu des fraudes. Et donc, la France s'était distancée un petit peu du président, en principe élu officiellement, Ali Bongo. Et de ce fait, Ali Bongo, par exemple, avait décidé que le Gabon allait adhérer au Commonwealth, alors qu'il n'y a même pas une ambassade britannique à Libreville. C'était un symbole, parce que ça n'a pas de conséquences pratiques, c'est un pays vraiment francophone, mais c'était quand même une façon de marquer une distance par rapport à la France, en réponse à la distance que Paris marquait vis-à-vis du régime de Libreville, avec entre autres des affaires judiciaires qui sont indépendantes de l'exécutif, les affaires de biens mal acquis, mais tout ceci contribuait à un climat qui était assez rafraîchi entre Paris et Libreville. La France qui immédiatement hier a condamné ce coup d'État, la France qui a des militaires présents actuellement au Gabon. Est-ce que ce qui se passe en ce moment risque d'avoir des conséquences sur cette présence française, mais aussi sur l'influence de la France dans ce pays? Alors apparemment, la situation est totalement différente de celle du Sahel, dans lequel il y a, on le sait, un sentiment anti-français très fort et des putschistes qui exploitent ce sentiment, qui capitalisent dessus par populisme et qui demandent aux Français de dégager. La situation est différente au Gabon parce que d'abord, il n'y a pas de misère de la population, il y a des poches de pauvreté, mais c'est un des pays les plus riches du continent africain quand même. D'autre part, il n'y a pas d'insécurité, c'est un pays pacifique, en paix. Et donc la population n'a pas de raison de se rebeller contre la France, supposée alliée du régime. Parce que nous ne sommes pas un véritable bouc émissaire dans une situation qui n'est pas si mauvaise. La population rejette la dynastie Bongo qui a capté le pouvoir et le Gabon semble prisonnier de ce clan. Et c'est ça qu'il rejette. Le putschiste, est-ce que ça contribue toutefois à un sentiment anti-français? Il y a un sentiment anti-français, mais beaucoup moins fort qu'au Sahel. Parce qu'il n'y a pas la même détresse, il n'y a pas la même nécessité d'un bouc émissaire. Donc la situation est différente. Mais le général qui a pris le pouvoir, en plus, n'a pas fait du tout de déclaration anti-française. Alors, il est possible on verra bien, que par la suite... il cherche à capitaliser un peu sur le sentiment anti-français qui existe malgré tout. Mais pour l'instant, il a au contraire souhaité garder exactement les mêmes partenariats et en particulier la base militaire française. Alors, il y a 350 militaires français à Libreville qui sont là pour faire de la formation à la fois avec l'armée gabonaise et les armées de la région. Il ne semble pas qu'ils vont devoir partir. Quant aux intérêts économiques français, qui sont importants au Gabon, ils ne sont pas menacés parce que, d'abord, ils sont assez indépendants de la situation politique. Donc, les Français ne sont pas particulièrement inquiets. Ce putsch, c'est le 8e depuis 3 ans en Afrique centrale et de l'Ouest. Mais vous l'avez dit, ce qui se passe au Gabon, c'est pas la même chose que ce qui s'est passé au Sahel, au Niger ou encore donc au Mali ou au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a tout de même un risque de contagion à d'autres pays d'Afrique centrale? Emmanuel Macron, lundi, devant les ambassadeurs, parlait d'épidémie de putsch. Alors, le point commun de tous ces putschs, c'est 2 choses probablement. D'abord, une certaine impunité quand même. Ces militaires prennent facilement le pouvoir parce qu'ils sont dans l'entourage du président, et sans obstacle, pratiquement sans effusion de sang, n'est-ce pas? Et sans sanction véritable, en fait. Donc, ils n'ont pas grand-chose à perdre, le risque est faible, et ils ont beaucoup à gagner, notamment en termes financiers et d'intérêts personnels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu aussi une lassitude
ou un rejet même de la démocratie. La démocratie a été assez dévoyée dans ces pays à cause de la corruption, à cause des élections truquées, à cause d'un clan qui monopolise le pouvoir. Donc c'est pas une vraie démocratie. Et dans les années 90, la jeunesse et la société civile en Afrique se battaient pour la démocratie. Ce n'est pas une injonction européenne ou française, la démocratie, c'était une demande sociale africaine. Aujourd'hui, la demande sociale est différente. Dans les pays du Sahel, on voit bien que la jeunesse voudrait soit un modèle militaire, autoritaire, souverainiste et populiste, anti-français, anti-occidental, ou bien carrément un modèle djihadiste pour une partie de la jeunesse rurale. Et donc la démocratie passe un peu aux oubliettes, et au Gabon, elle a été tellement dévoyée que ça se comprend aussi. Alors la Russie profite du sentiment anti-français au Sahel, notamment, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle va faire pareil au Gabon? Qu'en est-il de l'influence russe dans cette région? Alors, les Russes, pour l'essentiel, ils tirent profit de ces situations. C'est-à-dire, ils ne sont pas à l'origine de ces coups d'État. Ils les ont même pas préparés par l'opinion publique, je pense. Mais dès lors que ces coups d'État s'expriment, ils jettent de l'huile sur le feu, anti-occidentale. Il y a une forme d'opportunisme. C'est de l'opportunisme, et c'est aussi l'occasion de combattre l'influence française et occidentale dans un conflit qui n'a rien à voir avec l'Afrique, en fait, qui est lié à l'Ukraine, qui est lié depuis 2014 même à la Crimée. Et donc, ils exploitent les faiblesses, parce qu'il y a des faiblesses et il y a des fautes aussi de la diplomatie française dans ces pays-là. Donc, ils exploitent toutes ces faiblesses. Alors, ça sera moins évident au Gabon, parce que le sentiment anti-français est moins fort et il n'y a pas tellement de raisons que les Russes prennent pied au Gabon. Enfin, on verra bien ce qui va se passer. On verra, on suivra la situation en tout cas de très près dans les heures, dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Nicolas Normand, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, au Sénégal, en Gambie, au Mali également, et auteur du grand livre de l'Afrique aux éditions Erol. Voilà, on va voir votre livre apparaître à l'antenne dans quelques instants. Merci Nicolas Normand d'avoir été notre invité. Merci.